Bonsoir, bienvenue à la troisième partie et dernière partie de l'émission Angle Mort. Yacine, on a vu les images de la visite du chef d'état-major Saïd Chingriha à la deuxième région militaire. Donc on a vu des exercices tactiques nocturnes, donc des opérations de nuit, à munitions réelles qui est baptisée Israr 2023. Donc une question très simple, pourquoi ces exercices et pourquoi la nuit et pourquoi à munitions réelles? Est-ce que c'est une tradition? Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est fait pour connaître les compétences, le matériel, une mise à niveau du matériel? Bon, il y a des enseignements à tirer. D'abord, il faut dire que c'est des opérations qui sont planifiées dans le processus de formation de nos troupes. Chaque année, chaque région Je fait... pense que c'est le troisième exercice. Il était à la première, la cinquième et maintenant à la deuxième région. Oui, on a vu Nocturne. l'année Nocturne, passée, il y a eu des exercices en nocturne sur la cinquième région. Puis cette année, on a vu des exercices. Ah, شفنا في Tindouf. 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 Et cette fois-ci, c'est au niveau de la deuxième région militaire. C'est l'Oranais. Oui, c'est la deuxième région militaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir la puissance de feu. Et puis, les manœuvres ont été vraiment impressionnantes. Ça veut dire que tous nos équipements sont dotés de vision nocturne. Pratiquement tous les chars qu'on a vus sont dotés de stabilisateurs de tir, puisqu'ils tiraient en mouvement, donc c'est très important pour les chars. L'infanterie mécanisée s'est renforcée. Bon, on n'a pas tout vu. La DCA, qui a été vraiment très homogène. Il y avait les boucs moyenne portée, et puis C'est quoi les boucs? c'est des missiles antiaériens. D'accord. Donc tu parlais de la défense contre avion. Voilà, la DCA, oui. On a vu aussi les Manpad, c'est des lance-missiles portés par le soldat. Et puis on a vu le traditionnel, c'est-à-dire les tirs de Shilka, 23 mm, qui est très économique. Parce qu'on a vu en Ukraine où la Russie utilisait des drones de 1000 euros. Et en face, les Ukrainiens tiraient avec des missiles qui coûtaient des millions de dollars. Donc pour rester dans la contrainte économique, l'Algérie a continué à mettre à niveau les vieilles Shilka, mais elles sont très économiques par rapport aux petits drones, par rapport à tout ça. Donc chaque cible avait le moyen de défense adéquat. On a vu des petits drones qui étaient lancés à l'exercice, qui étaient traités par les boucs, d'autres par les Manpad, d'autres cibles par les Shilka. Donc ça, c'est une homogénéité qui est très importante pour les armées. Et puis le plus important, c'est d'avoir les systèmes de vision nocturne. Il y a d'autres armées qui sont pratiquement aveugles la nuit. Et tout ça, la synchronisation, je pense que c'est devenu quelque chose... Quand même, c'était une réussite. Oui, c'est une réussite. Et puis une évolution. Chaque année, on voit l'évolution dans la gestion de ces manœuvres-là. Donc ça, c'est grosso modo un peu les enseignements qu'on peut tirer là-dessus. Et puis, on a vu les hélicoptères et même l'infanterie qui a été très performante. Donc, on n'a pas vu
les avions. Je ne sais pas comment ça s'est organisé, mais c'était très bien synchronisé. Surtout la fin de l'opération avec l'introduction des hélicos de différents types qui ont apporté une puissance de feu extraordinaire aux troupes. Tarek, tu voulais dire quelque chose sur Il me ce semble que sujet? c'est le dernier exercice de l'année. Puisqu'on a fait le tour de toutes les régions militaires, il me semble que cet exercice vient clore le programme des exercices de l'année, donc programmés par l'état-major. Mais ce qui est important, et ça Yacine peut en dire un peu plus, c'est on est quand même dans la 8e DB. C'est-à-dire qui est quand même... Brigade blindée. Voilà, division... Blindée. Qui était brigade et qui passait division, c'est ça? Division. Donc on est vraiment quasiment dans une armée à elle toute seule. C'est quand même une unité prestigieuse Très qui a une importante histoire. aussi. Voilà. Et le fait qu'elle soit dotée en équipement maintenant quand même de haute technologie fait d'elle une unité réellement performante. D'élite. Oui, Yassine, on a vu le Cornet qui a faible coût, qui a apporté une puissance additive à nos troupes. L'infanterie mécanisée, maintenant, elle est plus allégée avec des véhicules de type Mercedes et sur lesquels on place des cornettes et qui deviennent des tueurs de chars à faible coût. Parce que la guerre, quand même, l'armée, ça consomme de l'argent. Donc, il faut rester performant et ne pas trop dépenser de budget. toujours, il faut faire des mises et des remises à niveau du matériel, parce que des fois, il y a un matériel qui devient au bout de quelques années obsolète. Oui, bien sûr, les mises à niveau sont obligatoires. Pratiquement chaque 10 ans, il y a une nouvelle génération d'armes. Et c'est la course partout dans le monde, donc il faut être à la page et ne pas se faire dépasser par les technologies. Yassine, une autre question par rapport à ça. Nous connaissons tous la situation géopolitique. Est-ce que c'est la situation géopolitique qui dicte aux armées des différents pays de travailler assez durement comme ça, se doter du matériel nouveau, etc. Oui, bien sûr. Parce que nous avons un sujet, ou un sujet presque similaire, mais ça concerne un petit peu des pays étrangers, mais qui parle aussi de sécurité de tout un continent. Oui, maintenant, on ne peut plus parler de guerre ou la soupçon de guerre avec le Maroc. S'il y a une guerre à la frontière ouest, ce sera contre Israël carrément, L'entité sioniste. contre l'entité sioniste. Le Maroc n'est pas en mesure de faire la guerre, il n'a pas assez de ressources en matériel, en hommes. كي تشوفهم يغيطوك les soldats تاعهم. واحد صباطو مقطع واش دير به. Donc il faut se préparer à la guerre, à une réponse. Provoquer comme. Comment? Donc un militaire qui n'a pas de chaussures, il peut provoquer. On ne peut pas comparer l'armée algérienne à l'armée marocaine, pour une raison qui est très simple. L'armée marocaine est une armée qui se cache, qui se terre, qui est essentiellement massée le territoire occupé du Sahara occidental, donc au niveau de ce mur qui a été construit sur plus de 1700 km, et c'est une armée qui se terre. Malheureusement, c'est le destin des militaires marocains. Il faut imaginer que depuis le cessez-le-feu de 91 jusqu'à la reprise de la guerre en 2020, il y a des gens qui ont passé toute leur carrière, très jeunes officiers, officier à la retraite, هو تحت الكازما تحت جوز طول حياته toute sa carrière في الحمادة تحت الشمس مع العقرب à la limite de la dépression. C'est ça le destin malheureusement de cette armée. Ça n'a absolument rien à voir. Et on le voit chaque année quand il y a les exercices avec
Non, non, les exercices avec les soldats occidentaux, donc avec par exemple African Lion, lorsqu'on voit donc ces militaires américains venir avec leur matériel, leurs armes, et on voit donc on va dire, pauvres soldats marocains qui n'ont même pas le droit sur leur territoire au moment de ces exercices de porter leurs armes. Ça leur est interdit. C'est-à-dire, on voit un peu la situation. Ils Même sont s'ils là, portent les armes, c'est sans munitions. c'est sans munitions. Ils sont, pour rigoler, ils disent ils sont là pour préparer le thé aux soldats occidentaux. Donc, ils viennent de différents pays. Donc, c'est quand même assez dramatique. Voilà. Oui, je reviens vers toi, Yacine. Tu as dit que si, enfin, ce que nous ne souhaitons pas, une guerre à la frontière ouest, c'est ça, entre Algérie et l'entité sioniste, c'est-à-dire que le Maroc, enfin, la relation entre le Maroc et l'entité sioniste, c'est beaucoup plus une relation de protection. Bien sûr. Bien sûr, ils ont signé la sûr. défense mutuelle. Bien sûr. Ils sont là pour se protéger. Et donc, ils sont même en train de construire des colonies. C'est le seul pays arabe, en dehors de la Palestine, qui abrite des colonies entièrement sionistes. Le Marocain m'a tous trouvé ultimement. Donc, Et ça, c'est à la demande, c'est-à-dire contrairement à la Palestine, c'est voulu par les autorités Mais marocaines. non, en Palestine, c'est une Ah colonisation. bah oui, c'est une colonisation, j'ai kiff. Mais il y a quelque chose, là, les dates sont importantes. Il y a eu la reprise du conflit au Sahara occidental au mois de novembre, au mois de décembre, il y a eu donc cet accord de normalisation. Très rapidement, la normalisation, les premiers accords ont été des accords sécuritaires. Malgré la contestation des Marocains, Bien sûr, qui est des légitime. manifestations populaires, Du dénonciation. mouvement associatif marocain enfin, engagé, pratiquement bien sûr, non mais engagé auprès de la Palestine, de la Donc, décolonisation donc qui est très engagée. Nous avons d'abord une partie les partis de gauche, les partis islamistes, enfin disons Oui, toute les la partis société islamistes, c'est marocaine. les islamistes qui ont signé la normalisation, il faut Enfin, mais rappeler. il y a les militants indépendants, islamistes indépendants qui ne sont pas Je structurés. n'y crois pas du tout. Il y a des associations de militants islamistes qui ont Peut-être. dénoncé Peut-être, mais c'est des aux côtés associations des militants démocratiques de affiliées gauche. au PJD. C'est la gauche qui dénonce, qui continue à dénoncer. Et c'est les islamistes, il faut le rappeler. Enfin, c'est qui les ont- Marocains tout court. Comment ? C'est les Marocains tout court qui dénoncent. Oui, on va dire que c'est les citoyens marocains. Ok. Et je vais dire, et ça on a eu l'occasion de le dire plusieurs fois, le mouvement associatif anti-colonisation de la Palestine au Maroc est très structuré, mais malheureusement les choix politiques du Makhzen sont tels que ils ont été sont passés neutralisés. Ils ont été totalement neutralisés. Yacine, on a essayé d'analyser un petit peu furtivement cette histoire de l'accord entre le Maroc et l'entité sioniste. On n'a pas vu des oppositions de telle ampleur dans d'autres pays arabes qui ont signé l'accord d'Abraham avec l'entité sioniste, mais on l'a vu au Maroc. Dans Donc, les autres les pays visées- arabes, il n'y a pas de société civile. Oui, quelle société civile les Émirats, oui, ما كانش. Le Maroc, oui, il y a une tradition de la société civile en faveur de la cause palestinienne, mais elle a été, je vais dire, foulée du pied par le palais. C'est la réalité. Et maintenant, alors, quand on dit qu'il y a des accords sécuritaires entre l'entité sioniste et le Maroc, ils existent, mais je ne pense pas qu'en cas de conflit, c'est-à-dire qui impliquerait l'Algérie et le Maroc, les Israéliens iraient envoyer des soldats à Tawahum. Ça sera plus de l'assistance ou de la... Parce que je vois mal, Je vais essayer je me suis remémoré quelque chose, donc le célèbre mur de la honte qui a été construit, je pense que Bien sûr, c'est par des ingénieurs israéliens. Mais l'idée était de qui? L'idée, c'est d'abord une idée... Enfin, l'idée, elle était certainement du tristement célèbre Ariel Charles. Mais tout à fait. Donc, Tout à c'est le fait. célèbre mur de la honte construit dans Le territoire occupé du Sahara territoire occidental, du Sahara c'est un projet israélien. israélien, De l'armée israélienne. inspiré par Bien sûr, et mis en place par des ingénieurs Ariel Sharon. israéliens.
Ouais. Tout à fait. On va essayer d'évoquer un autre sujet, toujours dans le sécuritaire. Donc, on a suivi l'intervention du président français Emmanuel Macron, qui parlait de la sécurité de l'Europe. Donc, il a été invité au sommet Globe Sec à Bratislava en Slovaquie. Donc, enfin, j'ai écouté à 2 reprises le discours de Macron d'abord. Donc il y a le cynisme français qui se dégage d'une manière assez insupportable, mais il a parlé de ce que j'ai saisi dans le discours. Donc il parlait des faiblesses de l'Europe face à des dangers qui pourraient venir du sud de la Méditerranée orientale, de la Russie, et tout ça si, enfin disons, le divorce avec l'administration américaine se confirme. Donc il a parlé d'une administration américaine qui n'aime pas assez l'Europe. Donc c'est un discours défaitiste d'abord, c'est ce que j'ai... En fait, Macron dit nous subissons. En gros, c'est ça. Et il faut arrêter de subir, il faut qu'on reprenne en main notre destin sécuritaire, et il faut trouver des solutions. En gros, c'est ça ce qu'il dit. Il dit on s'est fait, on s'est fait avoir par les Américains, pas une fois. on s'est fait avoir par les Russes, qui ont décidé tous les deux États donc de cesser d'appliquer des accords stratégiques, surtout sur le plan nucléaire qui concerne l'Europe. Et après, il dit, voilà, on doit se reprendre en main et il ne faut pas se focaliser uniquement sur ce qui est en train de se passer en Russie. Et là, je vais lire juste en quelques secondes ce qu'il a dit, parce que ça, c'est important. Donc, il parle de gestion du voisinage. Donc, il dit, gérer notre voisinage, ce n'est pas simplement le flanc oriental. Donc, il parle de la partie de la Russie. Donc, Russie, donc il parle aussi souvent de la Biélorussie, donc, oui, qui représente aussi une menace. Donc, non, parce que c'est l'allié des Russes aussi. Tout à fait. Donc il dit, c'est la Méditerranée orientale et la Méditerranée du Sud. Et ce sont les nouveaux espaces de conflictualité. Pardon, il parle de Méditerranée du Sud, on a tous compris qu'il s'agit Oui, mais attends, d'Algérie. il est important de lire, de bien comprendre ce qu'il dit. Donc il dit, gérer notre voisinage, ce n'est pas simplement notre flanc oriental. C'est la Méditerranée orientale et Méditerranée du Sud, et ce sont les nouveaux espaces de conflictualité, le cyber, le spatial et le maritime. Ils sont au moins aussi importants que des guerres continentales terrestres qu'on a vu ressurgir à cause de l'agression russe et qu'on pensait voir disparaître, mais qui n'enlèvent pas les nouvelles formes de conflictualité qui vont être croissantes. Donc ayons aussi cette lucidité stratégique pour préparer les conflits d'avenir qui ne manqueront pas d'arriver. Donc il est persuadé, et là il le dit, qu'il va y avoir, que l'Europe va rentrer en conflit avec des États, ou un État, il ne dit pas la rive sud de la Méditerranée et la rive orientale de la Méditerranée. Quand on essaie de comprendre... Il ne dit pas clairement que l'Europe... Si. Enfin, il met en garde. Mais non, il dit... Donc, ayons cette lucidité stratégique pour préparer les conflits d'avenir qui ne manqueront pas d'arriver. Donc, il est persuadé qu'ils vont arriver. Quand on essaie de voir un peu les États dans la logique européenne... Il n'a pas besoin de les dire parce qu'ils sont identifiés. Il y a quoi au sud? L'Algérie et l'Égypte. Peut-être la Libye enfin, aussi. la Libye pour le moment. Peut-être. Si la Libye peut représenter... Et puis il y a la Turquie. Et voilà, et quand il parle de la Méditerranée orientale, je pense qu'il parle de Turquie. Yassine, qu'est-ce que tu as saisi dans ce discours à la fois défaitiste et... Non, je pense que c'est politique. Et ça relève de la politique intérieure. Dans l'espace OTAN, chaque gouvernement doit consacrer 2% de son PIB au budget de la défense. Justement, il a parlé de ça, il a appelé à l'augmentation de... Voilà. Et ils ont négligé pendant des années d'appliquer tout ça parce qu'ils comptaient sur les Américains. Mais imagine dans le contexte actuel qu'il y ait un divorce au sein de l'OTAN. L'Europe sera mise à nu.
n'auront pas de quoi défendre l'Europe. Justement, Il c'est y a- ce qu'il dit bon, en fait. il y a l'Angleterre a quitté l'Europe, c'est une puissance nucléaire. Il reste que le nucléaire français pour dissuader le reste des nations. Donc, pour augmenter le budget de défense de chaque État membre de l'Europe, ils sont en train de faire peur aux populations pour pouvoir dépenser un peu plus. Un pays qui a été désarmé comme l'Allemagne, et juste avec le déclenchement de l'opération spéciale en Ukraine, ils ont dégagé un budget 100 milliards d'euros. Pour faire quoi? C'est pour renouveler leur parc de défense, notamment l'aviation et tout. Donc chaque pays va essayer d'améliorer un peu le budget de défense. Et De mener sa course à l'armement. voilà, et pour convaincre les populations, il faut leur faire peur, dire Poutine, le méchant, risque d'attaquer l'Europe. Il y a Justement, j'allais poser une question par rapport à les méchants qui conflit. sont au sud de la Méditerranée, ils sont bien équipés, notamment en termes de marine. Donc il faut dépenser un peu plus d'argent pour être apte à défendre contre ces méchants. Les Égyptiens, les Turcs, tout le monde est méchant. Donc le petit chaton européen doit se protéger. Donc voilà, c'est un peu Justement, ça. j'allais poser une question par rapport à ce qu'il dit à propos de l'opération russe en Ukraine. Est-ce que ce n'est pas un aveu d'échec qu'il exprime, Macron? Un aveu d'échec, je pense que... Parce qu'il a renouvelé son appel. Il a renouvelé C'est son eux qui appel. ont provoqué le conflit. En pensant affaiblir la Russie, en pensant faire chanter la Russie par rapport à son gaz, et ils ont explosé le Nord Stream 2. Khlas, donc il n'y a plus de contact avec la Russie. Là, juste pour reprendre ce que me disait il y a quelque temps un ami militaire à la retraite, il m'a dit qu'ils ont fait la pire bêtise. Ils ont donné l'occasion à la Russie de faire une vraie guerre. De réellement être dans une situation de guerre. La Russie n'a pas fait de vraie guerre à part des opérations en Afghanistan et en Tchétchénie depuis la Seconde Guerre mondiale. Maintenant, les Russes font la guerre. Donc, il y a cet élément. Deuxième élément, et ça, c'est Macron, Enfin, ils c'est font un pas une avant guerre, de Macron, c'est presque enfin, de mettre dans des conditions ce que même les Occidentaux ne savent pas faire. Oui. C'est une réalité. non, les Occidentaux, je pense quand que on voit, par exemple, c'est pas ce qu'ont fait les procuration qu'ils Américains, font la guerre. Les Américains, que ce soit le Vietnam ou après la Somalie, bon, c'est vrai qu'ils se sont attaqués à l'Irak où c'était dramatique parce que quasiment Hogra, même si l'Irak était fautif à la base puisqu'il avait envahi le Koweït. Ce qui s'est passé en Afghanistan, En Libye aussi, c'est une défaite, ils l'ont reconnue. Autre chose que dit Macron qui est intéressant, il dit « Nous devons impérativement garder, d'une façon ou d'une autre, l'Ukraine près de nous, parce que nous avons surarmé l'Ukraine. Maintenant, la crainte, c'est quoi? C'est que l'Ukraine parle de l'homme. Imaginons, par exemple... Non, pas en ces termes, je pense. Ah si, il le dit. Donc, il dit donc nous avons surarmé... Donc c'est des craintes sur l'issue de la guerre. Oui, mais même, il dit, imaginons demain, il y a Zelensky part d'une façon ou d'une autre, d'accord, puisque maintenant on dit que l'Ukraine c'est une démocratie. Il va y avoir des élections et c'est un gouvernement ou un président pro-russe qui va même pro-russe ou pro-bloc russe, qui fait chier tout cet armement qui continue, l'argent qui continue d'arriver en Ukraine. Ils ont créé un adversaire qu'ils ont surarmé. Ils ont créé un allié, l'Ukraine, Pensant qu'il mais qui dit que l'Ukraine va rester un allié?
Parce que la dernière fois, on a écouté justement l'ancien président français Nicolas Sarkozy à propos du conflit ukrainien. Donc je trouve que la position de la France à cette époque, sous Sarkozy, était d'abord mesurée, parce qu'il a dit une chose, juste un résumé, il a dit que nous avons besoin de l'Ukraine comme trait d'union avec les Russes, parce qu'on n'est pas... Ils n'ont pas su le faire. Parce qu'il a défendu le fait qu'on doit avoir un canal de discussion, de débat, de communication permanent avec les Russes par l'intermédiaire de l'Ukraine. Mais ce luxe, ils l'ont perdu. Khalas. Oui, effectivement. Non plus ce luxe. Dès 2014, ils ont perdu. Puis avec les sanctions économiques qui Qui pensaient- pèse. Maintenant, khalas, c'est la rupture totale. Et on a la Chine qui se prépare elle aussi à ce genre de sanctions. Donc, même la Chine va intégrer ces sanctions dans le futur. C'est-à-dire qu'un Chinois qui débarque en France ou là en Allemagne pour investir en pensant que son argent risque d'être, enfin, tous les biens bloqués, gelés, Non, saisis. qui peut être utilisé contre son propre pays en cas de conflit. Donc, ça va affaiblir encore l'Europe, notamment l'investissement étranger. Je ne pense pas qu'il y ait des gens assez fous pour le faire. Là, il n'y a plus de confiance, parce que la confiance, c'est elle qui a permis le flux d'argent des étrangers La stabilité aussi. en Europe. Oui, mais s'il n'y a pas cette confiance, là, les vont Excuse-moi, Mais, les oui, investir. avant de terminer. Quand on entend tout à l'heure ce que je lisais dans la reprise de ce qu'a dit Emmanuel Macron hier dans son discours à Bratislava, je me suis directement souvenu d'un élément qu'on a peut-être un peu oublié, c'est l'Euromarfor. Donc c'est la force maritime européenne qui a été créée en 1995. Donc Italie, Espagne, France, Portugal. Et la création de l'Euromarfor et les missions qu'on lui a attribuées, il faut se souvenir 1995, c'est la situation en Algérie. Et les missions qu'on a attribuées à cette force maritime, les équipements, les unités qui ont été Les moyens. intégrées dans cette force lui permettaient d'être engagé sur des terrains étrangers. Et à l'époque, on disait que quasiment l'Euromarfor a été créé pour, dans l'idée, un jour, de pouvoir intervenir en Algérie. intervenir en Algérie. En cas de chute avec le terrorisme, etc. D'ailleurs, juste pour rappel, pour terminer, c'était un pays européen qui a salué la victoire du fils au premier tour des élections législatives. On termine sur ça. Merci à vous deux. Merci pour toutes ces explications. Quant à vous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités et un autre regard. D'ici là, prenez bien soin de vous.